Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. Structuration, procédure, standardisation, trois mots qui font peur, trois mots qui, pour beaucoup de dirigeants, évoquent rigidité, bureaucratie et perte de spontanéité. Et ça, je peux le comprendre. Quand ton entreprise est née dans un chaos créatif, avec des essais-erreurs, et dans cette énergie un peu folle où tout est possible, eh bien, l'idée même de poser un cadre peut donner l'impression de brider cet élan. Mais si c'était exactement l'inverse? Et si la structure, attention, je parle de celle qui est bien pensée, c'était justement ce qui allait te libérer du stress, de la charge mentale et rendre ton entreprise plus performante. Alors, bienvenue avec moi dans le cockpit. Je suis Marion Voisin et pour ce premier épisode, on va désapprendre tout ce que tu penses savoir sur la structuration d'entreprise. Mais alors pourquoi la structuration fait peur? Tu sais, la plupart des dirigeants d'entreprise que j'accompagne ont un parcours un peu similaire. Ils ont créé ou repris une boîte avec leurs tripes, avec leurs convictions. Ils ont appris sur le tas, ils ont été partie prenante à chaque étape. Au tout départ, ils ont fait eux-mêmes la compta, la prospection, la production, la gestion des clients. Et ça a marché, puisqu'aujourd'hui l'entreprise a grandi. Mais justement, aujourd'hui, ils sont 10, 50 ou même 200 dans l'équipe. Et paradoxalement, ils courent encore plus qu'avant. Quand je parle de structuration, voici ce que j'entends la plupart du temps. Côté comité de direction, on me dit « Mais Marion, on va perdre notre agilité. Notre force, c'est justement de savoir réagir vite. Et si on met des process partout, on va juste devenir une grosse machine lente. » Et du côté des équipes, le discours habituel, c'est « Ah non, on va devenir des moutons. Si c'est juste pour suivre des listes de tâches sans réfléchir, aucun intérêt. Fini la spontanéité, fini la liberté, c'est nul. » Et cette peur, je la comprends. Notamment parce que certains ont vécu des systèmes bureaucratiques étouffants, des validations en cascade, des procédures de 40 pages que personne n'a jamais vraiment lues. Mais ça, c'est pas de la structure. Ça, c'est de la lourdeur administrative. Et c'est précisément ce qu'on ne veut surtout pas créer. Une analogie que j'aime bien, c'est celle du jeu de société. Donc, imaginez un jeu de société. Pour que la partie soit fluide et agréable, il faut qu'on ait des règles en commun. Tout le monde s'accorde au départ sur l'ordre de passage, sur la valeur des cartes, sur ce qu'il se passe quand on tombe sur telle ou telle case, et sur les critères pour attribuer la victoire. Sans ces règles, c'est le chaos, tout le monde joue différemment, du coup on passe son temps à négocier, à arbitrer, à corriger, bref, on s'amuse pas trop. Mais par contre, une fois que les règles sont claires, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ce cadre-là, chacun peut exprimer sa stratégie, sa créativité, sa personnalité, parce que le cadre est posé et que du coup maintenant on peut se concentrer sur l'essentiel, qui est de jouer la partie. C'est exactement pareil dans l'entreprise. C'est pas la structure qui enferme, c'est l'absence de cadre qui crée du chaos, et par conséquent, qui va inciter à faire du micromanagement en permanence. Si on est d'accord jusque-là, voyons ce que libère vraiment la structure. La première chose qu'elle va libérer, c'est du temps. Quand il n'y a pas de structure, devine ce qui se passe, les collaborateurs ont des doutes sur les manières de faire, et beaucoup de décisions doivent être arbitrées au quotidien. Donc selon la taille de ton entreprise, ça va être peut-être à toi, le dirigeant, ou alors au manager de proximité, que ces décisions reviennent sans cesse. Luc, je me souviens plus comment on fait ça. Léa, est-ce que tu peux me valider ce truc? Luc, je sais plus où trouver cette info. Oui, dans ce podcast, les dirigeants et les managers s'appelleront Luc et Léa. Je vous laisse découvrir le nom des autres parties prenantes au fur et à mesure des écoutes. Résultat, toi ou tes représentants, vous passez vos journées à répondre, à arbitrer, à corriger. Tu dois réinventer la roue en permanence plutôt que de capitaliser sur l'expérience et le savoir-faire des collaborateurs. Mais maintenant, imagine que tes collaborateurs aient des repères clairs. Ils savent quoi faire, dans quel ordre, avec quels outils. Ils savent qui contacter ou comment réagir en cas de doute ou de problème. Et ils savent comment prioriser. Dans ce monde-là, qu'est-ce qui se passe? Les collaborateurs gagnent en autonomie, ils ne viennent plus te voir pour chaque détail. Toi, tu gagnes du temps, et eux aussi. Et ce temps, ils peuvent le mettre à profit pour des missions qui leur tiennent vraiment à cœur, qui les intéressent davantage, celles où ils ont une vraie plus-value. Toi, tu récupères enfin du temps pour faire ce qu'un dirigeant doit faire,
réfléchir à de la stratégie, développer l'activité, de nouvelles offres, prendre de la hauteur. La deuxième libération, ça va être la charge mentale. Parce que dans le fond, est-ce que tu sais ce qui t'épuise vraiment? C'est pas tant le volume de travail, c'est plutôt cette sensation permanente que ça peut déraper à tout moment si tu n'es pas vigilant constamment. Parce que rien n'est écrit nulle part, que chacun fait un peu à sa façon, et que dès que quelqu'un part en vacances, personne ne sait exactement reprendre son travail. D'ailleurs, j'ai une anecdote que j'ai vécue dans l'industrie métallurgique à ce sujet. Il y avait un opérateur, c'était un ancien de la boîte, et voilà, il travaillait sur un des ateliers du montage. Et à chaque fois qu'il partait en congé, on constatait que les retours SAV étaient supérieurs à ce qu'on avait d'habitude, sans vraiment comprendre pourquoi. Et après analyse, il s'avère qu'en fait, pour assembler une des pièces spécifiques sur son atelier, il ajoutait une petite rondelle pour rétablir une mauvaise conception au niveau des plans. Bon, je vous épargne des détails très techniques qui ne nous intéressent pas du tout dans ce podcast. Mais bref, c'était écrit nulle part, c'était uniquement dans sa tête, c'était son expérience. Mais du coup, quand il partait en vacances, personne d'autre ne le savait. Donc la personne qui le remplaçait ne mettait pas cette rondelle. Résultat, le taux de SAV explosait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement formalisé cette connaissance en 5 lignes sur un petit document qu'on a affiché au poste de travail. Le problème était réglé. N'importe quel opérateur qui vient en remplacement a juste à lire la feuille, il sait exactement la marche à suivre, et depuis, le taux de qualité est toujours le même. Et c'est ça la structuration. C'est sortir les informations critiques de la tête des gens pour les rendre accessibles à tous, et surtout ne plus dépendre d'une personne clé sur un process. Petit 3, la structure va libérer la créativité. Et ça, c'est le paradoxe le plus contre-intuitif de tous. Quand on structure les bases, la créativité augmente. Pourquoi? Parce que l'équipe ne perd plus d'énergie mentale à réinventer la roue tous les jours ou à se demander si elle fait bien. Les routines, elles stabilisent le quotidien. Les process, ils simplifient la base du fonctionnement de l'entreprise. Et cet espace mental qu'on a libéré, il permet d'innover. La structure, ce n'est pas des barrières, c'est des fondations. Et c'est sur des fondations solides qu'on peut construire différents étages. Alors attention, parce que je la sens venir la question. Structurer, ce n'est pas créer 42 étapes dans un process et 28 process par tâche. Ni mettre 3 niveaux de validation pour une simple demande d'achat de fourniture. Structurer, c'est clarifier et surtout simplifier. Décrire qui fait quoi, comment, dans quel ordre. Ce qu'on cherche, c'est surtout pas une usine à gaz. C'est un environnement de travail où chacun sait exactement comment réussir. Et ça change tout. Je vais te raconter une histoire personnelle. Il y a quelques années, je travaillais en binôme dans une entreprise avec une collègue qu'on appellera Loïs. Oui, les collaborateurs s'appelleront Loïs et Clark dans ce podcast. Bref, chacune de nous avait des tâches attitrées, on se faisait confiance, tout roulait, pas de problème. Mais un jour, Loïs tombe malade. Arrêt de travail de 2 semaines. Moi, je me dis, pas de souci. Je connais le fichier Excel sur lequel on travaille, je connais globalement l'intérêt de la tâche et ce qu'on veut obtenir. Je vais prendre le relais, vraiment aucun problème. Première journée, je passe 45 minutes à essayer de comprendre son système de traçabilité. Parce que finalement, sa manière de penser, sa logique, elles étaient complètement différentes de la mienne. Donc ce jour-là, j'ai pas franchement été efficace, parce que outre les 45 minutes de perdu, j'ai fait certaines tâches en doublon, parce qu'elle s'en était déjà occupée avant son arrêt, mais je ne le savais pas, donc j'ai refait. Et j'en ai probablement oublié d'autres. Bref, c'était le bordel. Quand elle est revenue, on s'est dit plus jamais ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout posé sur un document Word, tout simple. 4 étapes en bullet point, des liens directs vers les fichiers utilisés et surtout les consignes de traçabilité pour savoir ce qui est fait, pas fait. Rien de très très sophistiqué, juste une petite méthode qui nous allait bien. Et puis évidemment, on a dupliqué ça au fur et à mesure pour les autres process, les process clés de l'une et de l'autre. Outre cette histoire, 2 ans plus tard, j'ai évolué dans l'entreprise sur un autre poste. Donc il allait falloir former quelqu'un pour me remplacer. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a ressorti tous nos petits documents Word qu'on avait compilés au fur et à mesure. Et tu sais quoi? La nouvelle recrue, elle a été opérationnelle très très vite. En toute sérénité pour elle, parce qu'elle comprenait rapidement les attendus et elle savait qu'elle avait des documents pour y revenir, parce que quand on est en plein onboarding, on nous fourre la tête avec beaucoup beaucoup d'informations, donc c'est rassurant de savoir qu'elles sont quelque part, qu'il ne faut pas tout retenir.
Et en toute sérénité pour nous, tout simplement parce que les résultats ont été au rendez-vous très rapidement et qu'on n'avait pas besoin de repasser derrière elles. Donc c'est un peu comme la notice d'un meuble Ikea. Certains vont avoir besoin de suivre systématiquement chaque étape de la notice pour être bien sûr d'arriver à monter le meuble, et puis d'autres l'auront parcouru une fois et ça sera ancré, pas de souci. Mais en cas de doute, s'il y a le moindre problème, tout le monde sait à quoi se référer. Et c'est ça la magie de la structure. Elle donne le point de référence commun, le socle, le langage partagé. Je veux conclure sur un point qui est très important. La structuration, les process, ce n'est pas quelque chose de figé. Au contraire, c'est vivant. Ça implique de se reposer régulièrement la question. Est-ce que ce process, c'est toujours la meilleure façon de fonctionner? Si oui, on garde. Sinon, on modifie, on update. En fait, c'est une recherche d'équilibre constant entre la structure et l'innovation. Et c'est cet équilibre qui va rendre votre entreprise à la fois efficace et adaptable. Bon, assez de théorie, passons à l'action. Voilà ce que je te propose pour cette semaine. Petit 1, choisis une tâche récurrente dans ton activité. Juste une, pas 10, une seule. Si t'as pas d'idée, ça peut être comment on fait pour réceptionner les colis des consommables pour les bureaux, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour préparer une réunion depuis l'invitation vraiment dans le calendrier des parties prenantes jusqu'à la rédaction du compte-rendu. Ou encore, comment faire un reporting d'indicateurs hebdomadaires. Idéalement, choisis une des tâches qui est à toi et que tu pourrais déléguer facilement si elle était claire. Étape 2, tu vas lister les 4-5 étapes principales, pas 25, il ne faut pas faire une usine à gaz. Vraiment, juste des bullet points avec les grandes étapes clés. Et pour chacune de ces étapes, il faut répondre à ces questions. Qui fait quoi? Quand? À quel moment? Comment? C'est-à-dire avec quels outils? Quels fichiers? Et par exemple, si c'est numérique, le must, c'est d'avoir directement le lien hypertexte qui n'a plus qu'à cliquer dessus. Et l'important, c'est de se poser cette question. Si demain j'ai un stagiaire qui arrive pour son premier jour et que je lui donne mon process, est-ce qu'il va comprendre, est-ce qu'il va savoir faire, même si je ne suis pas à côté de lui? Si la réponse est non, il faut encore simplifier. J'ai une petite astuce supplémentaire. Pour les tâches qui sont uniquement numériques, plutôt que de faire un fichier écrit, un tuto vidéo, ça fonctionne très bien aussi. Mon logiciel que j'utilise comme capture d'écran, c'est OBS, qui est un logiciel gratuit, mais il en existe plein d'autres. Et l'étape 3, une fois que tu as fait ta petite fiche, tu la partages à l'équipe ou au collaborateur qui est concerné et tu lui demandes du feedback sur la clarté de l'information. L'objectif, c'est pas de documenter pour documenter, c'est de fluidifier l'ensemble. Et je te fais une promesse, si tu fais ça pour une activité chaque semaine, dans 2 mois, tu auras structuré ton business sans effort. Une tâche par semaine, et c'est tout. Alors voilà pour ce premier épisode. J'espère que tu repars avec une vision différente de la structure, non pas comme une contrainte, mais plutôt comme un levier de liberté, d'autonomie et de croissance. Si tu appliques cette mini-action aujourd'hui, je suis certaine que tu verras rapidement les effets sur ta charge mentale, sur celle de ton équipe et sur votre capacité collective à avancer. Dans le prochain épisode, on parlera Lean Management et surtout, on va casser un mythe. Le Lean, ça ne consiste pas à virer les gens ni à les transformer en robots. Je te montrerai comment cette philosophie peut devenir ton meilleur allié pour simplifier ton quotidien. À très vite dans le cockpit. On se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.